Archéologue du futur, pionnier du digital pour être en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger chaîne 3. Je suis Reda Benassel et en compagnie de Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale chapeautée par notre chroniqueur Hatem Hosseini. Ça va parler de microélectronique en compagnie du docteur Tahar Mohamed Belaroussi et du docteur Hakim Khouas de l'université de Boumerdès. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica juste après ceci. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger chaîne 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Il est 18h08 sur les ondes de radio Alger 3. Reda Benassel derrière son micro pour vous servir, accompagné de Lamine B derrière la vitre et de Hatem Hosseini, notre chroniqueur spécialisé. Bonsoir Hatem. Bonsoir. Ce soir, tu vas nous parler d'une thématique qui t'intéresse depuis pas mal d'années, en l'occurrence la microélectronique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux éminents chercheurs dans l'émission. Il s'agit du docteur Mohamed Tahar Belaroussi et du docteur Abdelhakim Khouas. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir dans Médiatique. Merci pour l'invitation. Hatem, pourquoi est-ce qu'il était urgent de parler de microélectronique ce soir? Bonjour, chers auditeurs. Donc, c'est très important de parler de la microélectronique pour les raisons suivantes. La première chose, c'est que tous les systèmes qu'on connaît, le portable, le PC, la voiture aujourd'hui, l'avion et tout, utilisent donc des composants, des puces et des composants qui, eux, sont développés dans un cadre d'une électronique très très fine et ce qu'on appelle la microélectronique. Et c'est justement, aujourd'hui, on a deux invités de marque qui vont nous expliquer au début ce que c'est la microélectronique, quelle est la différence entre la microélectronique et l'électronique. Et surtout économiquement, pourquoi c'est intéressant pour notre pays. Et voilà. Aussi, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, une telle technologie. Voilà. Allez messieurs, on commence par un peu de vulgarisation. Qui s'y colle? J'adore poser des questions à des professeurs pour changer. Oui. C'est quoi la microélectronique pour quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'études supérieures, mais qui est néanmoins curieux? Oui. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation à cette émission, donc, qui va traiter le sujet de la microélectronique ou le domaine de la microélectronique. Donc avant d'expliquer ou de définir un petit peu ce que c'est la microélectronique, oui. Donc il faut on est à l'échelle micrométrique. D'accord. Ok. Et on est en train on a effectué une transition vers le nano-électronique. Donc là déjà vous avez perdu 75% des auditeurs de l'émission. Heureusement que j'ai demandé un peu de vulgarisation dès le départ. Mais on va y arriver. Donc le micron, c'est le préfixe de la microélectronique. Tout à fait. C'est une unité de mesure. Une unité de mesure de longueur qui vaut, par exemple, le micron, c'est un millionième. Voilà. Un millionième du mètre. C'est ça. Ou bien un millième du millimètre. Donc lorsque vous prenez un millimètre, vous le divisez en 1000 sections, vous avez le micromètre. Tout à fait. Et si vous prenez par exemple le nanomètre, c'est 1 milliardième du mètre. Et si vous prenez le millimètre, vous le divisez en 1 million de sections, vous avez le micromètre. Très bien. Ok. Je pense que c'est clair pour tout le monde, autour de la table. C'est bon. Tout à fait. Voilà. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la microélectronique? Donc, la microélectronique, donc le domaine elle fait partie du domaine de l'électronique. C'est une spécialité donc du domaine de l'électronique qui s'intéresse à l'étude, à la conception, à la fabrication des composants à l'échelle micrométrique
ou bien à l'échelle nanométrique. En résumé, c'est très très petit. Voilà, c'est sur une tranche de silicium, hein, sur une tranche de silicium qu'on appelle le substrat. En français, on l'appelle substrat, ou wafer en anglais. Que des centaines, voire des milliers de puces, hein, sont fabriquées simultanément et au moyen des diverses technologies. Okay. Et ça ouvre évidemment un champ, un boulevard pour toutes les applications technologiques, industrielles, etc. Voilà. Donc cette production fait appel à des technologies d'une extrême complexité. D'accord. Donc qui nécessitent, par exemple, des infrastructures et des équipements très 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 chers. Hein. Donc, et pour disons les différentes étapes pour arriver à la fabrication de puces. Il y a plusieurs étapes du prototypage vers voilà. Donc la première, donc la microélectronique passe par la conception, hein, par la conception, à la fabrication, puis le découpage de la tranche de silicium. Je ne sais pas si vous le oui, on l'imagine bien donc c'est quelques centimètres de forme circulaire. Donc les années 70, disons les 70, le diamètre de wafer était de 10 cm. Maintenant, on est à 450 mm, donc 45 cm. Okay. Donc, le découpage de la tranche de silicium en puce, hein, et leur mise en boîtier. Donc, quand la tranche de silicium, elle est on effectue le découpage en puce électronique. Là, cette puce, elle est mise en boîtier. Puis le circuit, ou la puce encapsulée dans son boîtier, elle est mise sur le PCB. Voilà à peu près. Et le PCB, c'est c'est les circuits imprimés. Donc le circuit imprimé, il est dans un produit électronique. Voilà. Toujours dans la vulgarisation de cette technologie, pourquoi on se précipite à miniaturiser, à aller du micron vers le nano, et quelles sont les caractéristiques justement de cette technologie dans ce sens? Alors, pour revenir à la vulgarisation, je dirais qu'au plus simple, la microélectronique, c'est la science de conception et de fabrication des circuits électroniques miniatures, qu'on appelle les circuits intégrés et les gens appellent les puces. En fait, les exemples, c'est les microprocesseurs qu'on a dans nos téléphones portables, qu'on a dans les ordinateurs, les cartes graphiques, les circuits graphiques, les processeurs graphiques, et on les trouve aujourd'hui dans tous les équipements, même les équipements qui ne sont pas électroniques. On les trouve dans les réfrigérateurs, on les trouve dans les machines à laver, on trouve... Dans la voiture aujourd'hui aussi. Alors là, les voitures... de plus en plus connectées. De plus en plus décédées. Et maintenant, pourquoi on est allé vers la microélectronique? Pour plusieurs raisons. Bien sûr, les raisons importantes, il y a la vitesse. Parce qu'en électronique, on sait que plus c'est miniature, plus ça va très très vite. Le gain de place aussi. Le gain de place, ça vient avec aussi un élément qui est très très important dans le domaine de la microélectronique, c'est le coût. Le coût, aujourd'hui par exemple un microprocesseur, si on ne pouvait pas le miniaturiser, on ne pourrait pas le fabriquer aujourd'hui à $400 ou à $300. Et ça vient aussi avec consommation d'énergie. D'ailleurs aujourd'hui, toutes les recherches dans le domaine de la microélectronique, c'est essayer de réduire la consommation d'énergie. Et ça, ce sont les principaux avantages de la microélectronique par rapport à l'électronique de base, l'électronique classique. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec DeepSeek, par exemple, et Nvidia, où c'est un vrai combat de titans qui aura le plus de processeurs pour pouvoir développer sa propre intelligence artificielle. Donc, c'est une vraie lutte de pouvoir. C'est Game of Thrones, en fait. Tout à fait. Et puis, même l'infrastructure, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est utilisée pour fabriquer ce genre de composants. Est-ce qu'elle a des caractéristiques bien définies et là, un petit peu la complexité de la microélectronique, en fait, c'est que par rapport à l'électronique, c'est que
il y a la conception de la microélectronique qui est la même que la conception électronique, qui est la même que la conception des systèmes informatiques, mais la fabrication des circuits microélectroniques, là, c'est un point qui est très très important parce que ça nécessite des équipements qui sont très très coûteux et surtout ça nécessite aussi des infrastructures et une salle qu'on appelle couramment une salle blanche, c'est-à-dire c'est une salle celle qu'on a visitée au CDTA par exemple il y a quelques semaines. Voilà, et aujourd'hui les récentes technologies, les dernières technologies, aujourd'hui on est à la technologie 3 nanomètres, la fabrication de ces usines coûte très très cher. Même les grandes entreprises aujourd'hui ne peuvent pas à elles seules fabriquer une nouvelle technologie, une nouvelle salle pour la fabrication. Ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour pouvoir... Même Intel aujourd'hui, ces derniers processeurs sont fabriqués avec la technologie 7 nano. Et que là, ils planifient d'utiliser la 3 nano, mais ils planifient de faire ça avec d'autres entreprises et avec les entreprises spécialisées. Surtout quand on voit les polémiques qu'il y a eu autour des métaux rares, notamment l'exploitation des ressources de notre continent, l'Afrique, etc. C'est vraiment, encore une fois, une lutte de pouvoir. Docteur Bellaroussi. Oui, par rapport les infrastructures technologiques, en anglais on les appelle fab. D'accord. Ok. Et les fab dans le domaine des semi-conducteurs ou des puces électroniques, donc ça renvoie il y a trois catégories des fameux fab, notamment. Voilà. Hein, de fab. Il y a la mini fab, il y a la méga fab et la giga fab. Gigafab. Ok, giga fab. La mini fab coûte plus de 1 milliard, c'est par rapport les coûts, les coûts d'investissement. C'est les échelles, voilà. Voilà, 1 milliard de dollars. Ah, tu me peux se le permettre. Voilà, pour la méga fab, c'est plus de 4 milliards de dollars. D'accord. Ok. Et pour la giga fab, ça arrive jusqu'à 18 milliards de dollars. Oula. Ça, c'est vraiment donc, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la technologie, il y a le leader en matière de fabrication de puces à l'échelle nanométrique, comme par exemple on est arrivé à 3 nanomètres, c'est la fonderie, on appelle fonderie taïwanaise, c'est TSMC. C'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, qui détient 90% du marché mondial. 90% du marché mondial. 90% par rapport aux les technologies très très avancées à l'échelle nanométrique. Et les grands clients de la TSMC, c'est les compagnies américaines, comme Qualcomm, comme Broadcom, comme Nvidia, comme Texas Instruments, comme Apple, etc. C'est les clients, c'est les clients de la compagnie TSMC. Okay. C'est extraordinaire d'arriver à une hégémonie pareille. Oui, oui. Et c'est ça c'est pour ça que les tensions qui existent entre la Chine et les États-Unis par rapport à Taïwan, c'est ça. Parce que, par exemple, Qualcomm, qui développe les compagnies, ces compagnies, on les appelle les fabless. C'est-à-dire, c'est des compagnies spécialisées dans la conception de puces électroniques. Sans unité de production, c'est-à-dire c'est des unités sans unité de production. Mais ils sous-traitent tout ce qui est des circuits conçus, ils vont les fabriquer chez TSMC. Non, il paraîtrait d'ailleurs que le retournement de veste du président Trump par rapport à la Chine, par rapport à TikTok, etc., serait dû justement à cette dépendance accrue. Donc ça arrive même à influer sur la politique mondiale. Non, c'est ça, exactement. Et le problème là avec les États-Unis. Donc maintenant ils ont par exemple le Taïwan. Pour arriver à ça, c'était l'aide des États-Unis. Donc c'était en 76. Décolonisation, voilà, c'était voilà, délocalisation. Mais maintenant ils sont en train de relocaliser parce qu'avec imagine la Chine donc s'approprie de Taïwan. Monopole donc, total, voilà. Donc les compagnies américaines, ça va être le déclin.
Ça va être une D'où le catastrophe. changement de discours justement de l'administration actuelle. Et- Quid de notre pays? Où est-ce qu'on se situe Voilà. dans cette guerre mondiale, j'allais dire, qui ne dit pas son nom? Voilà, donc ça justement, je voulais revenir à ça. Et on posera la même Parce que question c'est- au docteur Non, Fawaz parce tout à que l'heure. c'est très très important. Comment avoir prise sur les événements dans ce secteur, Comment ne pas subir, voilà. hein? Non, avoir prise. C'est ça. C'est-à-dire être un acteur. Un acteur. Et yani pour votre information, là, disons historiquement parlant, là, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, hein, Oui. à partir de l'idée, de la recherche-développement, à l'échelle le développement technologique, après la production et la commercialisation. Donc, cette chaîne de valeur, elle s'est désagrégée. Elle s'est désagrégée. Non, on parle de l'Algérie. Non, on parle au niveau mondial. D'accord. La chaîne de valeur dans le secteur des semi-conducteurs, elle s'est désagrégée, Très bien. où certains acteurs ont extrait de la valeur à partir d'un seul maillon. Pas nécessairement, De manière équilibrée et homogène. ils vont assurer toute la chaîne. Ok, toute la chaîne. Donc, et ça a donné à trois modèles de fab, si Oui. vous voulez. Hein. Il y a le modèle ce qu'on appelle les sociétés intégrées, Ok. comme Intel et AMD. Intel, c'est ces concepteurs qui font de la conception des microprocesseurs, parce que spécialisés des microprocesseurs, ils font de la production, le test et la commercialisation, etc. Donc ils ont le contrôle en fait de tout le process. Tout le Voilà. process. Ok, ça c'est ce qu'on appelle les sociétés intégrées. Il y a le deuxième modèle, c'est les fabless, qu'on appelle les fabless. C'est des compagnies sans unité de production. Donc c'est des compagnies spécialisées dans la conception de puces. Et tout ce qui est fabrication, Ça on les délègue à quelqu'un sous-traite. d'autre. Voilà. On les sous-traite généralement chez TSMC, la compagnie taïwanaise. Ça, on appelle fabless. Fabless. Il y a le troisième catégorie, c'est les fonderies. Ok. Les fonderies, ce sont des fonderies, c'est des unités de fabrication, de service. Ce qu'on appelle comme TSMC, c'est une fonderie. C'est-à-dire qui fabrique en sous-traitance. C'est-à-dire on Qui lui va envoie matérialiser les idées, les concepts. la conception, le schéma d'un circuit donné, hein, et on le fabrique chez TSMC. Il y a d'autres compagnies aussi, hein, d'autres fabless à l'échelle au niveau mondial. Donc voilà les trois modèles de fab, si vous voulez, les trois modèles dans le domaine des unités de production des semi-conducteurs. Quand le semi-conducteur, c'est les puces électroniques, hein. Ok. Parce que le semi-conducteur, c'est le matériau. Mais Par glissement. par sémantique, glissage, voilà. voilà, le début, c'était parce que c'est ça qui a été à l'origine de fabriquer des transistors à l'état solide, hein, qui a remplacé le tube à vide. Ah. Vous avez vu, j'ai vu tout à l'heure dans le couloir, j'ai vu dans le couloir, il y a les transistors radio, la radio Oui, transistor. il y a un petit musée effectivement pour Voilà, faire j'ai le vu. studio de. Et si Radio vous ouvrez la radio, vous allez trouver des ampoules. Des Et ampoules. ces ampoules ont été remplacées par les transistors. Qu'on trouvait souvent dans les amplis de guitare, par Voilà. exemple. Et maintenant, nous, l'Algérie, où elle peut, dans ces trois modèles, Où est-ce qu'on peut se Ceci. positionner? avec ça. Voilà, exactement. C'est la Alors, question. docteur Fawaz, où est-ce qu'on peut se positionner Voilà, en tant exactement. qu'Algérien? Voilà, alors, comme je l'ai dit, la microélectronique aujourd'hui, elle est décomposée en conception et en fabrication. D'accord. Et mon collègue Tahar a bien expliqué le type d'entreprise. Alors aujourd'hui, la fabrication, c'est-à-dire essayer de rattraper le domaine de la fabrication, de la technologie, c'est très 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 difficile. D'ailleurs, même les Européens... Ah, il n'est pas d'accord, mais il pourra vous répondre dans quelques instants. Non, je suis d'accord avec lui. Non. On est très loin, c'est pas à notre portée. Non, D'ailleurs, depuis le Covid, même les Européens et les Américains ont découvert qu'ils ont fait une grosse erreur en délocalisant la fabrication. Pourquoi spécialement avec le Covid? Parce qu'avec le Covid, avec l'arrêt du transport maritime, et toute la fabrication se faisait en Chine, à Taïwan, donc ils n'arrivaient pas à recevoir les produits. Et donc ça a posé un problème
de disponibilité des produits, des microprocesseurs. Une pénurie. Alors que la conception se faisait chez eux. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'innovation allait dans la conception, pas dans la fabrication. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains et les Européens ont délocalisé la fabrication. Mais aujourd'hui, il y a eu même une étude en Europe, ils ont découvert que pour rapatrier la fabrication, il leur faut une dizaine d'années avec un budget de plus de 200 milliards. Pourquoi c'est si cher? Parce que c'est des technologies qui sont très très coûteuses. Et ça demande une expertise qui n'existe pas, et cette expertise-là, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Et c'est tellement très pointu qu'on ne peut pas construire aujourd'hui une usine aux États-Unis ou en Europe pour fabriquer pour de nouvelles Et c'est pour ça qu'il reste maintenant la partie conception. Et c'est vrai que cette partie-là, si en Algérie, on développe une stratégie, on met une stratégie, c'est un domaine où on peut contribuer. Et c'est vrai que la conception, elle est plus stratégique pour un État que la fabrication. Par exemple, les risques de sécurité se posent beaucoup plus dans la conception que dans la fabrication. Les failles éventuelles. Et c'est vrai que là, si l'État met les moyens, on peut développer le domaine de la conception. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait en ce moment. Par exemple, les pays de l'Est, c'est ce qu'ils font en ce moment. Et les moyens en question, pardon, ce serait quoi? Ce serait des centres de recherche, ce serait la formation, les centres de recherche, il y a un financement pour développer tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un autre domaine entre les deux qui s'est créé, qui est la conception d'IP. Alors, traduction pour nos auditeurs néophytes. Alors, ça, c'est des entreprises, en fait, qui font de la conception de circuits intégrés. D'accord. Mais pas pour eux, en fait. Et ils ne font pas la fabrication, donc ils font juste le design du circuit électronique et ils vendent ce design à des entreprises qui veulent l'utiliser. C'est une propriété intellectuelle. La R&D externalisée, en fait. Et un exemple qui est très très connu, c'est la compagnie ARM qui conçoit des processeurs, mais ne fabrique pas les processeurs, et elle vend ces processeurs-là, par exemple à Samsung, avant Apple. Par exemple, le processeur qui est utilisé dans les téléphones Apple, c'est des processeurs de la compagnie. Absolument, oui, j'avais lu ça. Et par contre, ça, c'est un domaine où on peut innover si on a... Où notre pays a un coup à jouer. Voilà. Seulement, juste, il faut le dire, peut-être qu'une bonne partie de cette économie qui est basée sur la conception va aller vers des clients extérieurs, mondiaux. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, c'est dans la chaîne de valeur mondiale. C'est-à-dire, il faut se placer. Ce domaine, il faut toujours se placer dans une chaîne mondiale. Ensuite, les répercussions en interne, elles sont aussi importantes parce que ça va aider à répondre à des besoins locaux. Par exemple, on discutait tout à l'heure, maintenant, nous avons une industrie électronique quand même, une industrie des téléviseurs, des smartphones, ça se fait aussi en Algérie. On pourrait déjà répondre à un certain besoin, peut-être, justement. Docteur Bella aussi. Je voulais revenir sur le problème de la Covid, la période de la Covid. Il y a apporté une explication, la pénurie. Donc, quand il y a lors de cette la période de la Covid, donc il y a l'industrie automobile qui était très affectée par l'approvisionnement en puces électroniques. Ok. Parce que pourquoi? Parce que TSMC qui détenait ce monopole dont vous nous parlez, non, pas le monopole, mais 90%. 90%. Voilà. mais excusez du peu. Non, parce que c'est moins cher, c'est très non, mais c'est une dépendance, quel que soit X. Oui. Alors le TSMC privilégie, parce que durant cette période, il y a le télétravail. D'accord, qui a pris son envol. Son envol. Donc il y a eu la demande de PC, portables pour travailler à la maison. Ah, très bien. Donc pour satisfaire, par exemple, tout le monde,
TSMC ne pouvait pas le certifier. Donc elle a privilégié ses clients. Ses clients fidèles. Comme les compagnies dont je parlais tout à l'heure. Qualcomm, Broadcom, Nvidia, etc. Donc c'était ça le problème. Le Covid. Hein. Donc la pénurie. Le deuxième, par rapport à la conception de puces, oui. C'est à notre portée. Je vais vous donner quelques chiffres par rapport au coût. C'est à notre portée. Qu'est-ce que ça nécessite? Voilà, justement, c'est des questions très importantes. Ouais. Qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite, bien sûr, un designer bien formé, qualifié, et qui sait faire la conception de puces, hein, de puces électroniques. Renault même les technologies. Par analogie, comme dans le software, oui. un programmeur, c'est-à-dire oui, quelqu'un voilà. qui fait... qui nécessite, et voilà, donc qui nécessite après donc le designer, un ordinateur, une station de travail. Donc, un ingénieur en électronique, oui. Voilà. La station de travail, quoi station de travail et aussi les logiciels. Oui. Les logiciels de conception de circuits intégrés. Des licences à payer. Les licences. Donc pour les cher, les licences. Justement. Très cher. Non, mais attendez. Mais c'est rentable. C'est cher. Non, une partie c'est cher. Mais attendez. C'est là où pour l'université. Mais attendez. Je vous taquine, allez-y. Mais attendez. C'est cher. Pour les entreprises qui font du design, comme par exemple Qualcomm, Broadcom, etc., les fabless. D'accord. Mais pour les universités, on peut, à travers, il y a un service européen qui joue le rôle d'interface entre les usines comme TSMC, Global Foundry, des espèces de laboratoires virtuels qui évitent d'utiliser directement la solution. Des espèces de SaaS. Non, ils font l'interface entre les clients qui oui. peuvent être des universités, des centres de recherche, les entreprises, hein, et aussi avec les différentes compagnies spécialisées, les fonderies, les spécialisées la fabrication. Ok. Donc le service qu'on appelle Europractice, dont j'étais le représentatif, hein, Europractice représentatif au niveau CDTA, quand j'étais au CDTA. Et les coûts logiciels de conception de circuits intégrés, il y a Cadence, on les appelle les plus connus, hein. Il y a Cadence, Synopsys, il y a Mentor Graphics. C'est les compagnies qui vendent les logiciels. Ok. Mais une licence, ça coûte 650 €. Mais si on passe par l'interface dont vous venez de nous parler. Voilà. Et en tant qu'une... attendez. En tant qu'une... 10 000 €. Non, attendez. En tant qu'université, l'université ou centre de recherche, mais pas à but commercial. Évidemment. Là, on signe des conventions, le End User Agreement, c'est-à-dire l'utilisation finale, l'activité que vous menez au niveau de soit l'université ou un centre de recherche. Un but de recherche fondamentale et non pas... il y a aussi la non-divulgation. Il y a la convention de non-divulgation des paramètres de la technologie. Parce que lorsque vous faites la conception de circuit, pour simuler votre circuit, vous avez besoin des paramètres physiques de la technologie ciblée. Ok, de la technologie ciblée pour réaliser votre produit. Et donc dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir utiliser ça pour la commercialiser au final. Attendez. Comment est-ce qu'on contrôle... Justement, allez-y. C'est très bien. Non, parce qu'il reste un petit quart d'heure d'émission, donc voilà. Très bonne question. Non, c'est des questions très pertinentes. Et là, on peut revenir à l'intérêt d'avoir justement des incubateurs au sein des universités. Ça, on va y revenir. Par contre, pour les entreprises, le coût le logiciel pour une licence, elle coûte 1 million €. Ah, on est loin du 10 000 € du Non, 1 million d'euros. Moi, je préfère son chiffre à lui. Hein. Non, 1 million d'euros. Non, je vous parle en connaissance de cause. 1 million d'euros pour les entreprises.
Mais une question que j'avais posée... C'est une semaine de salaire de Hatem Husseini. Non, une question que j'avais posée à comment dirais-je, un professeur. Oui. Il avait une entreprise dans le domaine de la conception d'ASIC, 1 million de... Mais comment 650 euros avec 1 million d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? La réponse, les ingénieurs, quand ils sont recrutés par l'entreprise, donc ils vont demander logiciel qu'ils maîtrisent. Donc, pour récupérer les prix appliqués à l'université, donc les ingénieurs qui vont travailler au niveau des entreprises, c'est ils sont PAD, comme on dit en radio. Mais pour les coûts, professeur, pardon. Mais non, c'est ça, c'est pour très aller important. directement pour l'Algérie. J'arrive. Vous n'en avez pas, professeur. Le coût, pour avoir le coût, non, c'est très important. Le coût, je vais noter comme des chiffres avec des sources, de sources fiables. Hein. Il n'y a pas de... Alors, par exemple, pour des différentes technologies, hein, je peux aller 65 nanomètres jusqu'à 7 nanomètres. OK. La résolution, tu as la technologie. Très bien. Tu as les transistors. Hein. Donc, par exemple, 130 nanos. OK. 130 nanos, vous avez, par exemple, on peut intégrer 9 millions de portes logiques à l'intérieur de la puce. 9 millions de portes logiques. OK. Et le coût de développement du circuit, c'est-à-dire juste le design et le test, c'est-à-dire arriver au prototype et le tester. Combien le coût de développement d'un circuit? Juste, c'est de l'immatériel, ça nécessiterait les connaissances. C'est 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. OK. C'est pas juste immatériel, puisque ça nécessite les coûts de l'essence et tout. C'est très cher, donc c'est pour ça, c'est ce qui justifie ce coût-là très élevé de la conception. La conception. Alors, avec la part du logiciel, du coût du logiciel dans le développement d'un circuit, hein, même chez le logiciel de design, hein, de conception, mais le logiciel embarqué, donc pour les systèmes embarqués, comme le téléphone, vous avez là, c'est 30%. Et plus tu descends, plus souvent on descend en résolution, par exemple 65 nanos, et pardon, je vais vous donner une... On a noyé nos auditeurs dans trop de chiffres, je pense. On va revenir encore une fois à Hatem, tu avais une question. Justement, il n'y a pas de problème. Parce que l'auditeur, c'est pas un spécialiste. Hein. Donc, on va essayer de lui faciliter la compréhension. Voilà, les principes fondamentaux, grosso modo. L'idée, c'est quoi? L'idée, il faut l'avoir maintenant commercialement. D'accord. Premièrement, est-ce que c'est rentable qu'on fait du développement ici en Algérie et qu'on vende cette conception, qu'on la vende soit à l'étranger, soit en interne, etc. Et quels sont les indicateurs qui vont nous dire oui, c'est rentable, c'est intéressant. Ça vaut le coup de se Ça, c'est un. Voilà. Le deux, une autre question qui peut se poser par l'auditeur, il va te dire, vous parlez depuis tout à l'heure des exemples, les microprocesseurs, processeurs, mais peut-être dans le domaine de la vie économique, il y a beaucoup plus d'autres composants qui sont beaucoup plus simples. Je parle de capteurs, je parle de petits composants qu'on peut utiliser qui ne demandent pas autant d'investissement. Par exemple, pour des composants RFID, pour le bétail, par exemple, pour suivre les puces là, pour les... Donc tout ça, est-ce qu'on peut le faire ici en Algérie? Est-ce qu'on peut le produire ou bien juste concevoir et produire ailleurs? Quel est le meilleur modèle? Puis le docteur Bella aussi juste après. Alors c'est ça, donc la conception, on peut le faire ici. Surtout que M. Blaroucha a donné des chiffres, mais ça c'est pour des circuits, des systèmes compliqués comme les microprocesseurs, les derniers microprocesseurs, les circuits qui contiennent... Ils sont exigeants, voilà. Qui contiennent 10 millions de transistors. Mais là, pour les petits circuits, bien sûr, le coût de conception est beaucoup plus faible que celui donné... Et c'est vrai que la conception nécessite, ce qui est très cher dans la conception, c'est juste un petit peu les logiciels. Mais ça, ils sont rentables pour une compagnie qui conçoit des circuits et qui les vend. Et ça ne nécessite pas, et même, parce qu'il n'y a pas que le coût des logiciels, il y a même le coût aussi, le temps de travail des ingénieurs. Mais la conception est rentable, mais pas la fabrication. Parce que par contre, la fabrication, les coûts
sont même pour un petit circuit, les coûts qu'on appelle les coûts non récurrents, parce que dans la fabrication, il y a les coûts qui se répètent pour chaque circuit, il y a les coûts qu'on paye une fois sont les mêmes, que ce soit le circuit compliqué ou pas compliqué, c'est toujours dans l'ordre d'à peu près entre 5 et 20 millions pour la fabrication. Donc, je reviens, donc la conception, ça c'est à la portée... Mohamed, s'il vous plaît, je te donne la parole. Allez-y, docteur, et on repasse à la question de Hatem, et on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 9 minutes. Déjà. Ça passe vite quand c'est passionnant. C'est pour les... parce qu'il a insisté beaucoup sur les microprocesseurs. Donc pour les circuits intégrés, il y a deux catégories. Il y a les circuits standards. D'accord. Qu'on appelle, par exemple, les microprocesseurs Intel, ou là, c'est des circuits standards. C'est des circuits catalogues, ok, ou là des convertisseurs analogiques numériques, numériques analogiques, etc. Il y a les circuits ASIC. ASIC, c'est Application Specific Integrated Circuits. À ne pas confondre avec la marque de basket. Hein. Ok. Donc, les circuits intégrés à application spécifique. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. C'est grand public. Donc c'est grand public. Donc un exemple, le glucomètre. Je vais vous donner le glucomètre, le traducteur, par exemple le traducteur instantané, oui, dans 40 langues. Ça c'est à base d'ASIC. Il y a beaucoup de produits, par exemple dans le domaine de la santé ou le domaine des télécoms. Par exemple, télécommunications, les modems, c'est à base d'ASIC. C'est les circuits intégrés à applications spécifiques. Donc ça, c'est dédié à une tâche bien. Voilà, c'est très intéressant de le faire. Voilà, donc c'est un créneau sur lequel on doit mettre le paquet pourrait se positionner. Se positionner. Bien sûr, il faut qu'il y ait des idées, les produits que je viens de citer. C'est pas comme ça. Il y a de l'intelligence, comment intégrer certaines fonctions à partir de certaines idées. Donc, on peut y arriver. Ok, on peut y arriver. Et là, c'est-à-dire que il faut pas par exemple, il faut que ces actions-là doivent être inscrites dans une stratégie globale qui va toucher, par exemple, tout ce qui est la rénovation des programmes de formation, d'enseignement, parce que l'électronique moderne. Donc maintenant, on utilise des cours, peut-être même certains utilisent par exemple des modules d'enseignement assez modernes, mais il faut que ça soit à l'échelle nationale. Il faut qu'on harmonise. Ok, ça, il faut harmoniser effectivement. Justement, j'allais parler de cette stratégie. Je voulais finir avec ça dans l'émission. Ouais. C'est-à-dire, si vous avez peut-être, à ma connaissance, docteur Belrossi, vous avez travaillé à un moment donné sur une stratégie de la microélectronique. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits qu'il faut mettre en place ou là qu'il faut suivre pour aller dans cette cet audit, ce chantier, on s'y prendrait comment? C'est la question posée par Hatem. Donc elle a fait l'objet d'une étude. D'une étude déjà conséquente, apparemment 300 pages. Une étude déjà, une étude qui reflète un petit peu le livre blanc. Le livre blanc, c'est destiné, par exemple, pour traiter un sujet donné, qui est destiné les décideurs. Ok. Donc, il y a le livre blanc, et ensuite, on a fait des choix. Les choix, donc, le domaine de la conception de puces électroniques. Et dans le cadre de la conception, de la puce électronique, on a fait ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action qui touche les trois principaux volets. Il y a la formation, la formation. Donc il faut moderniser, voilà, ça on a compris. Et la recherche. Et tout ce qui est entreprise, tout ce qui est l'innovation entreprise. Et là, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une articulation.
une anticohérence entre la formation et Une synergie entre les trois. Voilà, exactement. Et vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait des centres de la recherche et développement dans l'entreprise. Ah oui. C'est un élément important. Ah oui, parce que le chaînon manquant de notre système national de recherche, qu'on représente par le triangle, il y a l'État, il y a l'université et les centres de recherche, par exemple, Ah ouais. et il y a l'entreprise. Le chaînon manquant, c'est au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas de structure R&D, de recherche-développement Ouais. en entreprise. Ailleurs, ça se compte en effectifs chercheurs en entreprise par des centaines de milliers de chercheurs. Mais par contre, si on a quasiment, il n'y a pas de structure R&D de recherche-développement en entreprise. Voilà le Docteur Khouas, il vous reste 4 minutes et le mot de la fin est pour vous. Pardon. Merci. J'ajouterais quelque chose d'important, c'est l'environnement. Pour développer la microélectronique, il faut qu'il y ait un environnement qui va aider le développement de la microélectronique. Et par exemple, ça commence par le développement de l'électronique. Déjà en Algérie, il y a un problème. Déjà, pour le développement de l'électronique. Un exemple, ici, nous, à l'université, par exemple, les cartes de base électroniques, je parle pas des puces, on a un problème de les fabriquer ici en Algérie. Et c'est-à-dire que comment on peut développer de la microélectronique si on n'a pas... Parce qu'il faut savoir que les circuits intégrés, ou les puces là, pour les utiliser, pour les tester, il faut les mettre sur des cartes électroniques. Et là, ces cartes-là, on n'a pas encore d'entreprise qui fabrique des cartes électroniques, et même les centres de recherche, les universités, il n'y a aucune université qui a l'équipement nécessaire. Donc ça c'est très très important. Le deuxième point aussi, c'est le partenariat avec les entreprises. C'est-à-dire que ici en Algérie, le gros problème, c'est que il n'y a pas un partenariat direct. Ce n'est pas que pour la microélectronique, pour tous les domaines. Je veux dire, pour développer la microélectronique ou même l'électronique, il faut vraiment qu'il y ait un partenariat direct entre les universités et les entreprises. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a en Algérie beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'électronique, la fabrication de téléviseurs, la fabrication d'électroménagers, la fabrication. Mais qu'est-ce qui les empêcherait justement? C'est un mindset, ils ont peur de prendre le risque tout simplement, ou il n'y a pas suffisamment de signaux positifs de la part des décideurs, ce serait trop risqué? Alors, là, ces compagnies-là, ce qu'elles font, elles achètent des circuits intégrés. Donc l'importation. Et elles achètent les cartes. Les cartes électroniques. Clé en main en fait. Clé en main, c'est ça. Les cartes sont plus simples à fabriquer, ils sont plus simples à concevoir. Donc, il faudrait commencer par ces cartes-là et ensuite passer à... Et là, c'est un petit peu obligé, ou bien, on ne peut pas obliger les entreprises, mais créer un environnement, faire des facilités pour les entreprises pour qu'elles utilisent les cartes développées en Algérie et ensuite, après, pour qu'elles utilisent les conceptions utilisées en Algérie. Et on arrive déjà à la fin de cette passionnante émission. Il nous faudrait un tome 2, un tome 3. Je pense qu'on va vous réinviter parce que bien évidemment le sujet est vaste. Merci beaucoup Hatem Houssini pour ce plateau d'exception. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre et à Mouni au streaming. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.